Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire de yokai. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est un yokai. Un yokai est une créature surnaturelle du folklore japonais. Le terme yokai est souvent traduit par esprit ou démon, mais il englobe en réalité une grande variété d'êtres, comme des monstres, des fantômes, des esprits malveillants, mais aussi des créatures bienveillantes ou simplement espiègles. Les yokai ont des formes et des caractéristiques très diverses, pouvant être d'apparence humaine, animale ou totalement fantastique. Ils sont souvent associés à des lieux, des objets ou des phénomènes naturels, et leur comportement peut être aussi bien protecteur qu'hostile envers les humains. Dans la culture japonaise, ils occupent une place importante, à la fois dans les légendes traditionnelles et dans les œuvres modernes telles que les mangas, les animés ou les films. Vous en connaissez déjà certainement, et je vous en ai déjà présenté avec par exemple Kune-Kune, qui est une sorte de yokai. L'histoire que je vais vous raconter nous vient de Lafcadio Hearn. Il est l'homme grâce auquel l'Occident a découvert le Japon et sa culture. Lafcadio Hearn est né en 1850 sur l'île grecque de Leucade, d'un chirurgien irlandais et d'une mère grecque. Après la séparation de ses parents, il est envoyé en Irlande dans la famille de son père. Son enfance est tumultueuse, parents qui l'abandonnent tour à tour, accident à 16 ans qui le rendra aveugle de l'œil gauche. À 19 ans, il part pour les États-Unis, où il travaille comme journaliste à Cincinnati et à la Nouvelle-Orléans. En 1890, Hearn se rend au Japon dans le cadre d'une mission. Séduit par la culture du pays, il décide d'y rester. Il épouse une japonaise, Setsuko Koizumi, se fait naturaliser japonais et prend le nom de famille de sa femme. Il se fait appeler dorénavant Koizumi Yakumo. Hearn s'immerge dans la vie japonaise, documentant son folklore, ses histoires de fantômes et ses coutumes quotidiennes dans une série d'ouvrages. Le plus célèbre est Kwaidan, Histoire et études de choses étranges. C'est un recueil d'histoires de fantômes et de folklore traditionnel, mêlant son amour du mystère à la tradition japonaise. Hearn est décédé en 1904 à Tokyo, laissant derrière lui l'un des ponts culturels les plus importants entre l'Orient et l'Occident. Et c'est de cet ouvrage précédemment cité que l'histoire que je vais vous raconter est tirée. Épisode 39. Loku-Lokubi. Un Loku-Lokubi est généralement une femme, qui la journée a une apparence et un comportement tout à fait normaux. Mais la nuit, de son plein gré ou pendant son sommeil, son cou s'allonge et serpente dans la pièce, parfois jusqu'à la fenêtre. La tête qui se dresse à l'extrémité est à la recherche de nourriture, généralement des larves ou des insectes. Le matin venu, la tête se rétracte et la femelle se réveille, parfois totalement inconsciente de ce qui s'est passé la nuit précédente. Le Nuke-Kubi est une variante du Loku-Lokubi. Il peut être un mâle ou une femelle. La tête se détache complètement et vole dans tous les sens. Ces créatures aiment attaquer en meute et sont un peu plus assoiffées de sang que les Loku-Lokubi. Il y a bien longtemps, il y avait un samouraï nommé Isogai Hidazaemon Takezura. On le nommera Isogai, ça sera plus simple. Ce samouraï était au service du seigneur Kikuji de Kyushu. Isogai avait hérité de nombreux ancêtres guerriers d'une aptitude naturelle aux exercices militaires et d'une force extraordinaire.
À l'époque de la guerre des Kyo, il se distingua tellement qu'on lui décerna de grands honneurs. Mais lorsque la maison de Kikuji, son seigneur, fut ruinée, Isogai se trouva sans maître. Il aurait alors pu facilement se faire engager par un autre daimyo, seigneur en français. Mais comme il n'avait jamais recherché la distinction pour son seul intérêt et que son cœur restait fidèle à son ancien seigneur, il préféra renoncer au monde. Il se coupa donc les cheveux et devint un prêtre itinérant, prenant le nom bouddhiste de Kairyo. Mais toujours sous le koromo du prêtre, c'est-à-dire l'habit de prêtrise, Kairyo gardait le cœur d'un samouraï. Par tous les temps et en toute saison, il voyageait pour prêcher la bonne loi en des lieux où aucun autre prêtre n'aurait osé se rendre. En effet, l'époque était marquée par la violence et le désordre, et sur les routes, le voyageur solitaire, même s'il était prêtre, n'était pas en sécurité. Au cours de son premier long voyage, Kairyo eut l'occasion de visiter la province de Kai. C'est l'actuel Yamanashi. Un soir, alors qu'il voyageait à travers les montagnes de cette province, l'obscurité le gagna dans une région très isolée, à des lieues de tout village. Il se résigna donc à passer la nuit à la belle étoile, et ayant trouvé un sol couvert d'herbes convenable au bord de la route, il s'y coucha et se prépara à dormir. Il avait toujours apprécié l'inconfort, et même un rocher nu était pour lui un bon lit, quand il n'y avait rien de mieux, et la racine d'un pin un excellent oreiller. Son corps était de fer et il ne s'inquiétait jamais de la rosée, de la pluie, du gel ou de la neige. À peine s'était-il allongé qu'un homme arriva sur la route, portant une hache et un gros fagot de bois coupé. Ce bûcheron s'arrêta en voyant Kairyo étendu, et après un moment d'observation silencieux, il lui dit d'un ton très étonné « Quel genre d'homme pouvez-vous être, mon bon monsieur, pour oser vous allonger seul dans un endroit comme celui-ci? Il y a des hannetons par ici, beaucoup d'entre eux. N'avez-vous pas peur des choses poilues ?» « Mon ami, répondit joyeusement Kairyo, je ne suis qu'un prêtre errant, un hôte des nuages et de l'eau, comme l'appellent les gens ici. Et je n'ai pas le moins du monde peur des choses poilues, si vous entendez par là les renards gobelins, les blaireaux gobelins ou toute autre créature de ce genre. Quant aux endroits solitaires, je les aime. Ils sont propices à la méditation. J'ai l'habitude de dormir en plein air et j'ai appris à ne jamais m'inquiéter pour ma vie. « Il faut vraiment que vous soyez un brave homme, monsieur le curé, répondit le paysan, pour vous coucher ici. Cet endroit a mauvaise réputation, une très mauvaise réputation. Mais comme le dit le proverbe, l'homme supérieur ne s'expose pas inutilement au danger, et je dois vous assurer, monsieur, qu'il est très dangereux de dormir ici. C'est pourquoi, bien que ma maison ne soit qu'une misérable hutte ou toit de chaume, je vous prie de rentrer immédiatement avec moi. Je n'ai rien à vous offrir en fait de nourriture, mais il y a au moins un toit et vous pouvez dormir sous ce toit sans risque. » Il parlait sérieusement et Kairyo appréciait le ton bienveillant de l'homme, alors il accepta cette modeste offre. Le bûcheron le guida le long d'un étroit sentier qui monta de la route principale à travers la forêt de montagne. Mais enfin, Kairyo se trouva sur un espace dégagé au sommet d'une colline, avec une pleine lune qui brillait au-dessus de sa tête, et il vit devant lui une petite chaumière, joyeusement éclairée de l'intérieur. Le bûcheron le conduit à un hangar situé à l'arrière de la maison où l'eau avait été amenée par des tuyaux de bambou d'un ruisseau voisin, et les deux hommes se lavèrent les pieds. Au-delà de la remise, il y avait un jardin potager et un bosquet de cèdres et de bambous, et au-delà des arbres apparaissait la lueur d'une cascade, se déversant d'une hauteur plus élevée, et se balançant dans le clair de lune comme une longue robe blanche. Alors que Kairyo entrait dans la chaumière avec son guide, il aperçut 4 personnes, hommes et femmes, qui se chauffaient les mains dans un petit coin de feu de l'appartement principal. Ils s'inclinèrent devant le prêtre et le saluèrent de la manière la plus respectueuse. Kairyo s'étonnait que des personnes aussi pauvres et vivant dans une telle solitude puissent connaître les formules de politesse. « Ce sont de braves gens, se dit-il, et ils ont dû être instruits par quelqu'un qui connaissait bien les règles de la bienséance. » Puis, se tournant vers son hôte, le Haruji, ou maître de maison, comme l'appelaient les autres, Kairyo dit «
D'après la gentillesse de votre discours et l'accueil très poli que m'a réservé votre famille, j'imagine que vous n'avez pas toujours été bûcheron. Peut-être avez-vous appartenu autrefois à l'une des classes supérieures? Monsieur, vous ne vous trompez pas. Bien que je vive aujourd'hui comme vous le voyez, j'étais autrefois une personne d'une certaine distinction. Mon histoire est celle d'une vie ruinée, ruinée par ma propre faute. J'étais au service d'un daimyo, et mon rang dans ce service n'était pas négligeable. Mais j'aimais trop les femmes et le vin, et sous l'influence de la passion, j'agissais mal. Mon égoïsme entraîna la ruine de notre maison et la mort de plusieurs personnes. Le châtiment m'a poursuivi et je suis resté longtemps un fugitif dans le pays. Aujourd'hui, je prie souvent pour pouvoir expier le mal que j'ai fait et rétablir le foyer ancestral. Mais je crains de ne jamais trouver le moyen de le faire. Néanmoins, j'essaye de surmonter le karma de mes erreurs par un repentir sincère et en aidant, dans la mesure de mes possibilités, ceux qui sont malheureux. Kairyo fut satisfait de cette annonce de bonne résolution, et il dit au Haruji: « Mon ami, j'ai eu l'occasion d'observer que les hommes enclins à la folie dans leur jeunesse peuvent avec l'âge devenir très sérieux dans la vie droite. Dans les Saints Sutras, il est écrit que les plus forts dans le mal peuvent devenir par la force d'une bonne résolution les plus forts dans le bien. Je ne doute pas que vous ayez bon cœur et j'espère que la chance vous sourira. Cette nuit, je réciterai des sutras pour vous et je prierai pour que vous obteniez la force de surmonter le karma de vos erreurs passées. » Sur ces assurances, Kairyo souhaita bonne nuit au Haruji et son hôte lui montra une toute petite pièce latérale où un lit avait été préparé. Tous s'endormirent, à l'exception du prêtre, qui commença à lire les sutras à la lumière d'une lanterne en papier. Il continua à lire et à prier jusqu'à une heure tardive, puis il ouvrit une petite fenêtre dans sa petite chambre pour regarder une dernière fois le paysage avant de se coucher. La nuit était belle. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel, pas de vent, et le fort clair de lune projetait des ombres noires et nettes sur le feuillage, et scintillait sur les rosées du jardin. Les stridulations des grillons et des insectes cloches produisaient une tumulte musicale, et le bruit de la cascade voisine s'amplifiait avec la nuit. Kairyo eut soif en écoutant le bruit de l'eau, et se rappelant l'aqueduc de bambou à l'arrière de la maison, il pensa qu'il pourrait s'y rendre et boire sans déranger la maisonnée endormie. Tout doucement, il écarta les portes coulissantes qui séparaient sa chambre de l'appartement principal, et il vit à la lumière de la lanterne 5 corps couchés sans tête. Pendant un instant, il resta stupéfait, imaginant un crime. Mais un instant plus tard, il s'aperçut qu'il n'y avait pas de sang et que les coups sans tête n'avaient pas l'air d'avoir été coupés. Il se dit alors: soit il s'agit d'une illusion faite par des gobelins, soit j'ai été attiré dans la demeure d'un Rokurokubi. Dans le livre Shoshinki, il est écrit que si l'on trouve le corps d'un Rokurokubi sans tête et que l'on déplace le corps dans un autre endroit, la tête ne pourra plus jamais se rattacher au cou. Le livre dit aussi que lorsque la tête revient et découvre que son corps a été déplacé, elle se frappe 3 fois sur le sol, rebondit comme une balle, halète comme si elle avait très peur et meurt bientôt. Si ce sont des Rokurokubi, ils ne me veulent aucun bien. J'ai donc toutes les raisons de suivre les instructions du livre. Alors il saisit le corps de l'Haruji par les pieds, le tira jusqu'à la fenêtre et le poussa dehors. Il se dirigea ensuite vers la porte de derrière qu'il trouva barrée, et il supposa que les têtes étaient sorties par le trou de fumée du toit, qui était resté ouvert. Débarrant doucement la porte, il se dirigea vers le jardin et se rendit avec toute la prudence possible dans le bosquet qui se trouvait au-delà. Il entendit des voix qui parlaient dans le bosquet. Il se dirigea dans la direction des voix, se faufilant d'ombre en ombre jusqu'à ce qu'il atteignît une bonne cachette. Alors de derrière un tronc, il aperçut les têtes, toutes les 5, qui bavardaient tout en papillonnant. Elles mangeaient des vers et des insectes qu'elles trouvaient sur le sol ou dans les arbres. À un moment donné, le chef Haruji s'arrêta de manger et dit: « Ah, ce prêtre voyageur qui est venu ce soir, comme son corps est gras. Quand nous l'aurons mangé, nos ventres seront bien remplis.
J'ai été stupide de lui parler comme je l'ai fait. Cela n'a fait que l'inciter à réciter les sutras au nom de mon âme. Il serait difficile de s'approcher de lui pendant qu'il récite et nous ne pouvons pas le toucher tant qu'il prie. Mais comme c'est bientôt le matin, il s'est peut-être endormi. Que l'un d'entre vous aille à la maison voir ce qu'il fait. » Une autre tête, celle d'une jeune femme, se leva immédiatement et s'envola vers la maison, légère comme une chauve-souris. Au bout de quelques minutes, elle revint et s'écria à voix basse, d'un ton très inquiet. « Ce prêtre voyageur n'est pas dans la maison. Il est parti. Mais ce n'est pas le plus grave. Il a pris le corps de notre Aruchi et je ne sais pas où il l'a mis. » À cette annonce, la tête de l'Aruji, distinctement visible au clair de lune, prit un aspect effrayant. Ses yeux s'ouvrirent monstrueusement, ses cheveux se dressèrent hérisés et ses dents grincèrent. Puis un cri jaillit de ses lèvres et pleurant des larmes de rage, il s'exclama « Puisque mon corps a été déplacé, il n'est pas possible de le rejoindre, alors je dois mourir. Et tout ça par l'œuvre de ce prêtre. Avant de mourir, j'atteindrai ce prêtre, je le déchirerai, je le dévorerai. » Et il est là, derrière cet arbre, caché derrière cet arbre. Voyez-le, le gros lâche. Au même moment, la tête de l'Aruji, suivie des 4 autres têtes, s'élancèrent sur Kairyo. Mais le puissant prêtre s'était déjà armé en arrachant un jeune arbre. Avec cet arbre, il frappa les têtes au fur et à mesure qu'elles arrivaient, les écartant de lui par des coups formidables. 4 d'entre elles s'enfuirent, mais la tête de l'Aruji, bien que battue encore et encore, continuait désespérément à bondir sur le prêtre et l'attrapa finalement par la manche gauche de sa robe. Kairyo, cependant, saisit aussi rapidement la tête par son nœud supérieur et la frappa à plusieurs reprises. Il ne relâcha pas son emprise, mais il poussa un long gémissement et cessa ensuite de se débattre. Elle était morte, mais ses dents tenaient encore la manche, et malgré toute sa force, Kairyo ne pouvait forcer l'ouverture des mâchoires. La tête toujours accrochée à sa manche, il retourna à la maison et aperçut les 4 autres Lokulokubi accroupis ensemble. Les têtes meurtries et saignantes réunies à leur corps, mais lorsqu'ils l'aperçurent à la porte de derrière, ils crièrent tous « Le prêtre, le prêtre !» et s'enfuirent par l'autre porte dans les bois. Vers l'est, le ciel s'éclaircissait. Le jour allait se lever et Kairyo savait que le pouvoir des gobelins se limitait aux heures d'obscurité. Il regarda la tête qui s'accrochait à sa manche, son visage tout souillé de sang, d'écume et d'argile, et rit à haute voix en se disant « Quel souvenir! La tête d'un gobelin !» Après quoi, il rassembla ses affaires et descendit tranquillement la montagne afin de poursuivre son voyage. Il continua sa route jusqu'à ce qu'il arrive à Suwa, dans le Shinano. Il s'avança solennellement dans la rue principale, la tête pendante à son coude. Les femmes s'évanouirent, les enfants s'enfuirent en criant, et il y eut une grande foule et des clameurs jusqu'à ce que l'autorité, la police de l'époque, se saisisse du prêtre et l'emmène en prison, car il supposait que la tête était celle d'un homme assassiné qui, au moment d'être tué, avait pris la manche du meurtrier entre ses dents. Quant à Kairyo, il ne fit qu'un sourire et ne dit rien lorsqu'on l'interrogea. Ainsi, après avoir passé une nuit en prison, il fut amené devant les magistrats du district. On lui ordonna alors d'expliquer comment lui, prêtre, avait été trouvé avec la tête d'un homme attaché à sa manche, et pourquoi il avait osé ainsi exhiber sans vergogne son crime à la vue des gens. Kairyo rit longuement et bruyamment à ces questions, puis il dit « Messieurs, je n'ai pas attaché la tête à ma manche, elle s'y est attachée d'elle-même, bien contre ma volonté, et je n'ai commis aucun crime, car ce n'est pas la tête d'un homme, c'est la tête d'un gobelin. Et si j'ai causé la mort du gobelin, je ne l'ai pas fait en versant du sang, mais simplement en prenant les précautions nécessaires pour assurer ma propre sécurité. » Et tout en s'exclamant d'un rire franc, il leur raconta toute son aventure avec la rencontre des 5 gobelins. Mais les magistrats ne riaient pas. Ils le voyaient comme un criminel endurci et son histoire comme une insulte à leur intelligence. C'est pourquoi, sans plus de questions, ils décidèrent d'ordonner son exécution immédiate.
tout sauf un homme très âgé. Cet officier âgé n'avait fait aucune remarque pendant le procès, mais après avoir entendu l'opinion de ses collègues, il se leva et dit « Examinons d'abord la tête avec soin, car cela n'a pas encore été fait, je crois. Si le prêtre a dit la vérité, la tête elle-même devrait témoigner en sa faveur. Apportez la tête ici. » La tête tenant encore entre ses dents le koromo qui avait été arraché des épaules de Kairyo fut donc présentée au juge. Le vieil homme la tourna dans tous les sens, l'examina attentivement et découvrit sur la nuque plusieurs étranges caractères rouges. Il attira l'attention de ses collègues sur ces caractères et leur fit également remarquer que les bords du cou ne présentaient nulle part l'apparence d'avoir été coupés par une arme. Au contraire, la ligne de levier était lisse comme la ligne à laquelle une feuille qui tombe se détache de la tige. Le vieillard dit alors « Je suis certain que le prêtre nous a dit la vérité. C'est la tête d'un lokulokubi. Dans le livre Nanhohi Butsushi, il est écrit que certains caractères rouges se trouvent toujours sur la nuque d'un véritable lokulokubi. Voilà les caractères. Vous pouvez constater par vous-même qu'ils n'ont pas été peints. De plus, il est bien connu que de tels gobelins habitent les montagnes de la province de Kai depuis des temps très anciens. »« Mais vous, monsieur, s'exclama-t-il en se tournant vers Kairyo, quelle sorte de prêtre robuste pouvez-vous être? Vous avez certainement fait preuve d'un courage que peu de prêtres possèdent, et vous avez l'air d'un soldat plutôt que d'un prêtre. Peut-être avez-vous appartenu autrefois à la classe des samouraïs? » « Vous avez deviné juste, monsieur, » répondit Kairyo. « Avant de devenir prêtre, j'ai longtemps exercé le métier des armes et à cette époque, je n'ai jamais craint ni les hommes ni les démons. Je m'appelais alors Isokai Hidezaemon Takezura de Kyushu. Il y en a peut-être parmi vous qui s'en souviennent. » À la mention de ce nom, un murmure d'admiration remplit la salle d'audience, car il y avait beaucoup de présents qui s'en souvenaient, et Kairyo se trouva immédiatement des amis au lieu de juge. Des amis désireux de prouver leur admiration par une bonté fraternelle. Ils l'escortèrent avec honneur jusqu'à la résidence du daimyo qui l'accueillit, le festoya et lui fit un beau cadeau avant de le laisser partir. Lorsque Kairyo quitta Suwa, il était aussi heureux qu'un prêtre peut l'être dans ce monde transitoire. Quant à la tête, il l'emporta avec lui, insistant avec jactance sur le fait qu'il la destinait à un miyage, souvenir en français. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous raconter ce qu'il est advenu de la tête. Un jour ou deux après avoir quitté Suwa, Kairyo rencontra un voleur qui l'arrêta dans un endroit isolé et lui demanda de se déshabiller. Kairyo enleva immédiatement son koromo et l'offrit au voleur, qui aperçut alors pour la première fois ce qui était accroché à la manche. Bien que courageux, le bandit de grand chemin fut surpris. Il laissa tomber le vêtement et recula d'un bond. Il s'écria « Vous, quel genre de prêtre êtes-vous? Vous êtes pire que moi. Il est vrai que j'ai tué des gens, mais je ne me suis jamais promené avec la tête de quelqu'un attachée à ma manche. Eh bien, monsieur le curé, je suppose que nous sommes de la même trempe, et je dois dire que je vous admire. Maintenant, cette tête me sera utile. Je pourrai effrayer des gens avec. Voulez-vous la vendre? Vous pouvez avoir ma robe en échange de votre koromo, et je vous donnerai 5 ryo pour la tête. » Kairyo répondit « Je vous laisserai la tête et la robe si vous insistez, mais je dois vous dire que ce n'est pas la tête d'un homme, c'est une tête de gobelin. »« Quel beau prêtre vous faites !» s'exclama le voleur. « Vous tuez des hommes et vous en plaisantez. Mais moi, je suis sérieux. Voici ma robe et voici l'argent, et laissez-moi avoir la tête. À quoi bon plaisanter ?»« Prenez la chose, » dit Kairyo. « Je ne plaisantais pas. La seule plaisanterie, si plaisanterie il y a, c'est que vous êtes assez fou pour payer cher la tête d'un gobelin. » Et Kairyo, riant bruyamment, reprit son chemin. C'est ainsi que le voleur obtint la tête et le koromo, et pendant quelque temps il joua au prêtre gobelin sur les routes. Mais lorsqu'il atteignit les environs de Suwa, il y apprit la véritable histoire de la tête, et il craignit alors que l'esprit du lokulokubi ne lui cause des ennuis.
Il se décida donc de ramener la tête à l'endroit d'où elle venait et de l'enterrer avec le corps. Il se rendit jusqu'au chalet isolé dans les montagnes de Kai, mais il n'y avait personne et il ne put découvrir le corps. Il fit ériger une pierre tombale au-dessus de la tombe et fit exécuter un service de Segaki au nom de l'esprit du Lokolokubi. Cette pierre tombale, connue sous le nom de pierre tombale du Lokolokubi, est encore visible aujourd'hui. C'est du moins ce qu'affirment les conteurs japonais. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. Alors j'ai personnellement adoré travailler sur cette histoire. J'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà le Lokolokubi, c'est l'un des yokai les plus connus. Après, il y a différentes histoires et celle-ci vient donc de Lafcadio Hearn. Au sujet de Lafcadio Hearn, je vous recommande vraiment de jeter un œil à sa biographie. Sa vie mériterait d'être transposée au cinéma. Ça a été très difficile de faire le résumé. Il y avait tellement d'anecdotes que je voulais vous raconter. Puis je me suis dit que ça risquait d'être indigeste pour vous. Donc voilà, j'ai fait l'impasse sur pas mal de choses pour réduire au maximum. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de suivre le podcast, de partager les épisodes, de les noter et de les commenter. Et pour ceux et celles qui m'écoutent régulièrement sans être abonnés, n'oubliez pas de le faire. C'est par ces petites actions que le podcast continue de grandir. Merci encore de m'avoir donné de votre temps. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises. Shiona